Bonjour à tous et bienvenue pour notre émission hebdomadaire Les marchés en action. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour zonebourse.com et nous sommes aujourd'hui le mardi 23 février 2021. C'est une séance un peu particulière, le CAC 40 a échoué sous les 5800 points et de nombreuses valeurs refluent très fortement. C'est très spécial parce que nous avons d'un côté des small caps et des valeurs des énergies renouvelables par exemple qui étaient adorées par les investisseurs ces derniers mois et qui sont aujourd'hui complètement délaissés. On dit que les marchés brûlent ce qu'ils ont adoré par le passé. C'est une séance un peu particulière donc où on a des bons dossiers qui refluent fortement et où on a une rotation sectorielle assez spéciale qui s'opère, puisqu'on a les pétrolières qui se reprennent, soutenues par le pétrole bien évidemment, mais aussi les financières et aussi toutes les sociétés de type value, les cycliques. On voit ADP se reprendre, Airbus se reprendre comme si les marchés étaient en train de jouer la fin du Covid. On a vu également aux États-Unis le Nasdaq perdre 2% alors que le Dow Jones était sur ses records historiques. Bref, une sorte de grosse rotation sectorielle qui est en train de s'opérer, qui n'est pas évidente à concevoir, à comprendre et surtout se prémunir en quelque sorte de cette dernière n'est pas évident. Heureusement, il y a les stops de protection. Donc sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet. Je vais vous faire un tour d'horizon rapide, voir quelques graphiques comme d'habitude sur la macroéconomie et puis on passera à une longue liste actions où on discutera tendance, money management, point d'entrée, etc. En tous les cas, très content de vous retrouver et j'espère que cette émission vous plaira. Avant toute chose, un avertissement sur les risques. Les informations graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par Zone Bourse s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement. Donc, comme tous les mardis, on se retrouve pour cette émission que vous retrouvez sur YouTube. Tous les matins, je vous rappelle que vous retrouvez le Morning Meeting d'Anthony Bondin, ainsi que tous les jours, Planète Bourse, la revue de presse de Roxane Nojac sur le site de Zone Bourse et sur notre chaîne YouTube. Au sommaire de cette émission, donc, on va faire un focus marché, on verra des graphiques macroéconomiques dans le top flop, puis on passera, comme d'habitude, sur la plateforme Pro Real Time pour regarder ensemble toutes les actions que je vous ai préparées aujourd'hui. Alors, en termes de focus marché, désynchronisation, donc comme je vous le disais en introduction, des indices américains entre eux, le Dow Jones surperforme désormais alors que les valeurs technologiques sont à la peine. Hier, on avait un Dow Jones qui était en légère hausse, plus 0,30, un CAC 40 qui était à l'équilibre et on avait un Nasdaq qui perdait 2%. Donc on assiste bel et bien ici à une sorte de grosse rotation. N'oublions pas que aux États-Unis les chiffres du Covid sont en train de baisser drastiquement. On a donc une reprise espérée globale de l'activité. De fait, parce que les valeurs tech ont extrêmement bien performé ces derniers mois, bien je pense qu'on assiste à des prises de bénéfices appuyées sur ce secteur-là et à une rotation, une sorte de vase communicant vers des secteurs un peu plus délaissés. Des secteurs comme par exemple les matériaux de base avec les cours du cuivre qui explosent littéralement ces dernières semaines, avec le secteur pétrolier qui profite bien évidemment du pétrole au-dessus de 60 $, ou encore avec le secteur financier qui profite de la remontée des taux d'intérêt et du 10 ans américain, puisque, je vous l'ai déjà expliqué dans les dernières émissions, les marchés anticipent une reflation en 2021, un retour à la croissance économique et une croissance économique très forte, un effet rebond après une année 2020 difficile. Donc on a des tensions sur les taux d'intérêt, on entend de plus en plus parler des taux d'intérêt à la télé, dans les médias, ça fait un petit peu peur aux opérateurs. Et de ce fait, eh bien, tous les secteurs qui profitent des tensions sur les taux d'intérêt se reprennent alors que les autres en pâtissent. D'où ces flux un peu particuliers depuis une semaine. Et je vous avouerai que dans cette émission, je vais essayer de vous les expliquer, de vous les montrer, de vous montrer des cassures de support, etc.
Je sais que c'est une séance, voire une semaine un peu complexe. Donc voilà, il n'y a rien d'évident, il n'y a rien de facile. Parfois, je vais faire des conclusions un peu simples et basiques et méchantes, du type cette valeur-là casse un support, il fallait avoir un stop. Mais je suis avec vous, j'ai bien conscience que certains souffrent sur des valeurs. Le CAC 40, lui, il a surperformé depuis une semaine, grâce notamment aux financières ou encore à l'énergie. On voit aussi ADP, Airbus se reprendre. On a même Air France qui rebondit. C'est vous dire à quel point les opérateurs anticipent la fin du Covid. On notera que les campagnes de vaccination avancent. Les chiffres des hospitalisations aux États-Unis sont très encourageants. Donc c'est pour ça que les marchés anticipe la fin du Covid et la reprise de l'économie. On a même en France, par exemple, les sociétés qui sont dans les restaurations d'entreprise, restauration scolaire qui rebondissent. Donc voilà, on anticipe là vraiment la fin d'une période de disette. Les marchés anticipent également, et c'est la raison pour laquelle ils sont aussi hauts sur leur plus haut annuel ou historique, fonction des zones économiques. Les marchés anticipent un plan de soutien de 1900 milliards aux USA qui devrait théoriquement arriver d'ici le 14 février prochain. Et il y a des rumeurs selon lesquelles ce plan de soutien aux entreprises et à la population pourrait être doublé d'un plan d'infrastructure qui pourrait aller de 2 à 3 000 milliards. C'est une rumeur pour le moment, mais c'est vous dire à quel point l'État américain en a sous le pied pour soutenir, plus ou moins artificiellement, l'économie américaine en cette période particulière. L'inflation est au cœur des débats, la reflation attendue en 2021 fait ses effets, les taux se tendent engendrant des distorsions sectorielles. En une phrase, voilà ce que j'essaie de vous expliquer depuis tout à l'heure. En France, le marché paye les pétrolières, bancaires, ADP, Airbus. La fin du Covid et la reprise économique sont brûlés les stars d'hier comme les énergies renouvelables et les small caps. Alors les énergies renouvelables, je pense qu'on peut dire que je vous avais prévenu puisque ça fait maintenant 1 mois et demi que sur Neoen, Albioma, Voltalia, EDP, toutes ces valeurs-là, je vous ai dit, on les met de côté. Ça a été une bulle sur les renouvelables en 2020, on a atteint des niveaux de valorisation extrêmes. Il y a besoin de purger ce secteur-là. Neoen, on a fait le jeu de la patience ensemble, je vous ai dit d'attendre qu'elle arrive sous les 50. Ensuite, je vous ai dit d'attendre la MM200 à 47. Elle est actuellement à 46,50 ce matin, me semble-t-il. Et il est encore trop tôt pour l'acheter. Il n'y a absolument aucun signal acheteur. Donc, on va faire le point sur ces valeurs. Les valeurs d'hier, enfin les stars d'hier qui sont délaissées fortement. Et puis, bien sûr, les small caps qui ont vraiment profité ces dernières semaines. C'était de la folie. On avait des parcours haussiers absolument magnifiques. On pense à Carbios par exemple qui était sur ses plus hauts annuels, à Esker, à Pharmagest, à Alphen. Il y a beaucoup de ces sociétés-là qui ont publié des chiffres en demi-teinte, voire mauvais. Donc voilà, il faut savoir laisser McPhee de côté, laisser Neoen de côté, laisser des Gossins ou autres valeurs qui cassent des supports. Quand ça casse, on laisse baisser et on y reviendra plus tard, tout simplement, sur des replis significatifs ou sur des chandeliers de retournement avec des volumes forts. Bref, on attendra des signaux. Le pétrole a dépassé les 60 $, soutenu par le froid au Texas, par les stocks en baisse et puis toujours par ces espoirs de reprise économique très forte. On est à 62 $ sur le WTI. L'or perd pied, inversement corrélé au taux réel. Donc on a des taux qui se tendent, on a l'or qui en pâtit. On notera par contre que l'argent fait cavalier seul et qu'il arrive à continuer de grignoter du terrain à la hausse. L'argent a ma préférence dans les métaux précieux parce qu'il joue sa double casquette, métal précieux et comment dire, métal précieux et métal industriel. Ensuite, le Bitcoin a atteint 58 000 $. Je vous ai prévenu dimanche sur les réseaux sociaux que
Le cousin de ma belle-mère par alliance m'avait appelé pour dire ça y est, je fais 100% sur les cryptos en une semaine, je suis trop fort. Donc là, il faut faire attention. Tout le monde est sur les cryptos. Ce week-end, tout le monde disait oh, je viens de faire 100% sur le machin coin. Les gens ne savent même pas ce qu'ils achètent. Alors que les crypto-monnaies soient une classe d'actifs à part entière, qu'il y ait un essor, comme je vous le dis depuis des mois, c'est une chose. Mais qu'on devienne complètement euphorique et qu'on achète n'importe quel altcoin qui prend 100% dans la journée, là ça devient du grand n'importe quoi. Pour ceux qui l'auraient vu, j'ai shorté le Bitcoin hier sous les 56 000 dollars et j'ai laissé entendre qu'on pourrait revenir vers les 40-45 000 dollars et me semble-t-il, il a touché 45 000 dollars ce matin et ses anciens plus hauts sont à 42 000 dollars, donc pour l'instant rien ne presse. C'était une purge nécessaire après une hausse stratosphérique. On va passer au top flop. À gauche, donc un graphique qui montre justement les différentes phases du Bitcoin avec des phases de bull run. Un bull run, c'est un marché haussier, puis une longue consolidation. Parfois, le Bitcoin peut faire une séquence haussière d'une année, puis une pause de 2 ans. Il a fait une pause entre 2018 et début 2021, donc là, en théorie, on est dans un nouveau bull run. Simplement, on ne peut pas monter tous les jours non plus. Et je vous ai donc spécifié sur Twitter qu'il fallait faire attention à l'euphorie ambiante. Et j'ai également publié ce graphique ici à droite qui montre que le mois de mars, sauf en 2013, n'est pas un bon mois boursier pour le Bitcoin. Donc prudence pour ceux qui sont sur les cryptos et qui y sont allés pour faire de l'argent facile à court terme. Graphique de gauche ici, c'est un graphique qui compare les microcaps et les mégacaps. Donc là, vous voyez que on s'est fait une frayeur pendant le Covid sur les microcaps par rapport aux grosses caps. Et depuis 6 mois, enfin voire même, on va dire que ça s'est accéléré ces dernières semaines. Depuis quelques semaines, là, c'est l'euphorie totale. C'est l'euphorie totale, toutes les small caps se sont remontées, tous les petites et moyennes valeurs ont extrêmement bien performé. Donc il ne faut pas oublier les performances passées. Ce matin, j'ai quelqu'un qui me disait « Oh, The Blockchain Group bat de l'aile. Elle n'est pas très solide. » Je lui disais « Oui, mais The Blockchain Group, elle gagne 500% sur les 6 derniers mois. » Ensuite, j'ai quelqu'un qui me dit « Oh, Gossin casse son support. C'est vraiment pas beau. C'est du n'importe quoi. Elle est basse. » Gossin était à 1 euro l'année dernière. Elle prend toujours 800% sur un an. Il s'agirait de prendre un peu de recul sur vos graphiques. Tout ça pour dire que à court terme, il y a une rotation sectorielle. S'ils n'aiment pas le renouvelable, on laisse le renouvelable le temps d'avoir des signaux. Et concernant les small et les mid caps, il faut savoir ouvrir des graphiques sur 2-3 ans pour se rendre compte du chemin parcouru en 2020 et se dire que maintenant, va peut-être falloir lever le pied, utiliser des stops pour couper quand ça ne veut pas partir et donc prendre des bénéfices sur certains dossiers pour y revenir potentiellement plus bas. La rotation sectorielle et la rotation aussi sur les matières premières du moment, c'est le ratio entre le cuivre et l'or. Comme vous pouvez le voir depuis le creux du Covid en avril dernier, le cuivre s'est mis à surperformer l'or et cette surperformance accélère encore ces dernières semaines. On a l'or qui baisse à cause de la hausse des taux réels et on a le cuivre qui explose en anticipation d'une reprise économique extrêmement forte, le cuivre qui a dépassé les 9 000 $ la tonne. Ensuite à gauche ici, c'est un graphique qui montre la puissance des marchés haussiers depuis 1930. Et vous voyez que là, on est dans de l'historique, on est dans un des marchés haussiers les plus longs et les plus puissants de toute l'histoire de la bourse, puisque ce marché haussier est bien évidemment dopé au quantitative easing, à l'argent injecté par les banques centrales. Amélioration sur le front du Covid, ça c'est les chiffres des hospitalisations. Parce que certains disent, oui, apparemment, depuis que Biden est passé, les chiffres baissent comme de par hasard, ils truquent les chiffres, nanani, nanana. Alors là, c'est pas les tests, hein, c'est les hospitalisations. Donc c'est forcément des gens qui sont quand même bien malades. Elles ont été divisées par 2 parce qu'il y a eu des mesures de prise et notamment une vaccination de masse aux États-Unis, en Israël également. Ça fonctionne bien, donc on a bon espoir que ce soit le cas également en Europe si on arrive à retrouver les vaccins qu'on a cachés dans un coin
puisqu'en France et en Allemagne, on est quand même extrêmement lent. On va peut-être avoir des confinements un peu particuliers, comme on a eu, je crois, à Nice, Charente-Maritime. On a un confinement un peu plus strict là pour les semaines à venir. Espérons donc que après ces mesures qu'on pourrait prendre en mars-avril en France et en Europe, qu'après ça, ce sera un lointain mauvais souvenir. Ensuite, ici, c'est les tensions sur les taux. Vous voyez bien que depuis plusieurs mois, on a des taux qui remontent progressivement, mais là qui accélèrent. Le 10 ans US est à 1,35, 1,38. Beaucoup disent ah oui, les taux remontent, c'est déstabilisant pour le marché. Alors c'est déstabilisant pour le marché, mais c'est pas le niveau de taux qui importe. Parce que vous savez, l'année dernière, on était à 2, on était même à 2,5 à un moment. Il n'y a pas grand-chose qui a changé depuis un an. La dette a augmenté, mais bon, ça, c'est pas nouveau. Elle était déjà incommensurable. Ce qui compte, en fait, c'est pas que les taux soient à 1,50 et qu'on trouve ça haut, parce que 1,50 sur le 10 ans US, c'est relativement bas. Ce qui compte, c'est la vitesse à laquelle on monte qui fait un peu peur aux banques centrales. Et puis ici à droite, un graphique intéressant qui vous montre le ratio entre le Dow Jones et le Nasdaq. Dans les années 98-2000, le Dow Jones ne montait pas beaucoup et c'était la bulle sur les valeurs technologiques. Du coup, le ratio baissait. Puis en l'an 2000, on a fait un top sur les marchés, sur les valeurs technologiques. Et donc ce ratio s'est envolé. Et ben, vous voyez que, c'est là où j'adore l'analyse graphique, on est revenu pile poil en 2021 sur ce niveau de l'an 2000. Et on a de nouveau là une rotation qui est en train de se faire avec des flux sortants sur les valeurs du Nasdaq et un Dow Jones qui se met à surperformer. C'est cette fameuse rotation sectorielle dont je vous parle depuis le début. Ensuite, à gauche, ici, un graphique qui vous montre le pourcentage de titres au-dessus de leur MM50 et MM200, tout simplement pour vous montrer qu'on est dans les mêmes proportions qu'en 2015. En 2015, les marchés s'étaient envolés lorsque Mario Draghi avait lancé le quantitative easing en Europe, puis le DAX était monté très haut très vite et il avait perdu par la suite 30%. Là, post-Covid, on a tout qui monte, tout, les small, les mid, les grosses, toutes les valeurs du stock 600 sont pratiquement au-dessus de leur MM de 100 jours. Et là, on peut parler d'euphorie concrètement, donc il faut maintenant être beaucoup plus sélectif. Et puis donc, je disais euphorie encore qui commence à retomber, euphorie qui retombe et cela se voit sur Tesla. Tesla qui était extrêmement haut, qui était suracheté, qui n'arrivait plus à monter. Le fait que Elon Musk achète du Bitcoin avec la trésorerie de la boîte, à mon avis, ça n'a pas dû plaire à certains gérants. Et puis petite dédicace à mon patron, Franck Morel, PDG de Zone Bourse, qui s'est mouillé à 850$ lorsque Elon Musk a acheté du Bitcoin. Et il a dit, on va donner des stratégies de vente sur Tesla parce que là, ça va trop loin, les cours sont trop hauts, ça plafonne, il achète du Bitcoin, c'est du n'importe quoi. Et pour l'instant, Tesla perd bien 15% depuis le début de cette stratégie. Et puis on va passer à l'analyse graphique, hein. J'essaye de faire rapide, j'enregistre cette émission un petit peu tard puisque ce matin j'ai reçu des centaines de questions, les gens étaient un petit peu affolés, donc j'ai répondu sur Twitter. Voilà, on va passer à cette deuxième partie d'émission dans un instant. Je vous montre le programme des actions. On va essayer de rester dynamique, on va regarder ça tous ensemble, et puis je reviens dans un instant puisque c'est l'heure de la pause café.
Donc ça, c'est le clair de lune de Debussy. Donc, on a notre liste action. Hop, hop. Alors, rapidement, on va regarder les indices Forex matières premières, puis on va passer aux actions. Donc on commence avec le 440. Le 440, vous voyez déjà pourquoi est-ce que le marché aujourd'hui a du mal. Parce que le 440 a ouvert et est allé tester les 5800 points et qu'il n'arrive pas à passer. 5800 points, rappelons-nous que c'est la zone de prix de la cassure suite au Covid. Donc 5800, 850, c'est vraiment une zone de prix très importante. Il va falloir un sacré plan de relance américain pour pouvoir aller titiller cette zone et essayer de remonter plus haut. En attendant, on assiste à des prises de bénéfices, on est en haut d'un canal haussier, on a des gaps sous les pieds, donc il y a de la marge corrective potentiellement tant qu'on n'a pas le plan de relance aux États-Unis qui, comme je vous l'ai dit, pourrait arriver dans 15 jours. Donc on pourrait très bien même casser les 5700 points, venir faire un tour à 5600 en plein milieu de notre canal haussier et 5500 si vraiment la situation venait à déraper un petit peu plus. Le marché est globalement haussier à moyen long terme, il est haussier dans ce canal, simplement on est passé de la borne basse à la borne haute et il faut savoir aussi respirer. L'euro-dollar, il est plutôt neutre, il n'y a pas grand chose à dire, il est sous les 1,22, s'il casse les 1,22 par contre ça peut possiblement accélérer. Le pétrole, il est sur les 62,20. Au-dessus de ça, il y a encore des zones de prix. La prochaine est à 66. Donc là, on a touché les 63. C'est un gros morceau. Au-dessus, il y a les 66. Je ne sais pas si on va faire une pause ici. Ça dépendra des stocks de pétrole mercredi. Au Texas, il y a eu des températures négatives. Donc 40% de la production américaine a été impactée. D'où cette tension sur les prix du pétrole. Plus les espoirs de reprise économique. Donc c'est ce qui a soutenu les cours aussi forts. L'or, on l'a vu, donc baisse graduellement parce que les taux réels se tendent. Pour l'instant, l'or n'est pas particulièrement intéressant. Ce n'est que en cas de cassure des 1860 $ et de sortie de ce canal baissier et de reprise de la MM200 que je repasserai à court terme haussier sur l'or. Comme je vous l'ai dit, je préfère l'argent. L'argent qui continue d'être soutenu à moyen terme et qui profite donc d'un double statut entre métal précieux et métal industriel. Le Bitcoin, il est ici. Donc voilà, c'est du trend following, tendance haussière, consolidation, tendance haussière, consolidation. On est peut-être allé un peu haut, un peu vite. Le Bitcoin est passé de 29 000 à 58 000. Il a doublé en l'espace d'un mois et demi, donc les consolidations, respirations sont à la hauteur des hausses passées. Et la zone de prix de soutien clé, elle est ici entre 40 et 42 000. Seule une cassure de cette zone-là serait préjudiciable pour la tendance et serait un peu particulière. Ça voudrait dire qu'il n'y a pas autant d'engouement que ça, pas autant de soutien que cela. Mais pour l'instant, globalement, ça reste un marché haussier de moyen long terme. Simplement, il faut savoir prendre des bénéfices par moment. Dimanche, donc, je vous ai mis des petits messages de prudence sur Twitter. Hier, lundi, j'ai shorté le Bitcoin sous les 56 000. Alors, pour ceux qui voulaient savoir comment j'ai fait, je l'ai fait avec un compte CFD, un peu comme quand je me couvre sur les indices. Et je suis sorti à 47 000 $. 47 500 hier, on est revenu sur ce prix aujourd'hui. On a fait une mèche à 45 000 et là, ça stabilise. Donc voilà, les monnaies c'est stable, pétrole haussier, or baissier, argent soutenu, Bitcoin en consolidation, indice sous résistance. Et voilà un peu pour l'aspect global du marché. Et on va pouvoir démarrer notre liste Action France. Donc nous allons commencer avec les actions France. Ensuite, on aura les trend following et les GLB, Green Line Breakout. Donc, j'ai mélangé les valeurs trend following internationales et françaises et j'ai mélangé aussi les valeurs internationales et françaises dans les GLB pour faire 3 catégories. On commence avec Atos. Atos, vous êtes plusieurs à m'en avoir parlé. En effet, une petite bourde a été faite par l'un de mes collègues chez Zone Bourse puisqu'il a fait une stratégie d'achat sur Atos avant les résultats.
Les résultats n'ont pas été bien appréciés par le marché et les cours ont fortement baissé pour retrouver une zone de soutien. On n'a pas cassé le support précédent, on n'a pas déclenché le stop de la stratégie de mon collègue. Simplement, j'ai pas mal de personnes qui me posaient la question, que penses-tu d'Atos, etc. Et si vous voulez, je trouve rien d'exceptionnel en fait au business, si vous voulez, de Atos. Quand vous regardez sur Zone Bourse, vous allez sur la page finance et vous allez voir à ce moment-là en fait le chiffre d'affaires anticipé pour les années à venir et le résultat net anticipé, et vous pouvez voir que le business est complètement flat, le résultat net est complètement flat. Donc en fait, si vous achetez du Atos, vous achetez quelque chose de flat, et ça se retrouve dans les cours puisque depuis 2 ans en fait cette action est totalement neutre. Donc si vous avez acheté un couteau qui tombe le jour des résultats ou le lendemain, et ou que vous avez mis cet oblique de soutien à profit, vous savez qu'il ne faut pas casser les plus bas donc des dernières semaines. Sous ce niveau-là, il y aurait un risque d'aller chercher le suivant. Tant qu'on le tient, il y a des espoirs qu'il y ait un rebond qui s'opère. Mais les raisons pour lesquelles j'étais pas positif sur Atos ces derniers temps, c'était par exemple cet avalement baissier ici, cet échec sous MM200 là, et puis cette reprise de la baisse avec les résultats. Pour ma part, vous le savez, j'aime bien quand une action est dynamique, quand elle est haussière, quand il y a une tendance de fond ou une tendance de court terme haussière, et ici, à court terme, c'est résolument neutre. Donc voilà, si vous êtes fan du dossier, que vous le connaissez, j'ai même des gens qui sont actionnaires parce qu'ils en ont dans leur PE, puisqu'ils travaillent chez Atos, je peux comprendre que vous vous intéressiez à la zone actuelle, mais sinon, c'est pas particulièrement le genre de choses que je recherche. Ensuite, une petite action dont j'ai très peu parlé, c'est Balio, le spécialiste des chariots élévateurs. Pourquoi est-ce que j'ai rarement parlé de Balio? Bien tout simplement parce que quand vous la regardez sur les 3 dernières années, c'est quand même une tendance baissière manifeste. Il y a quand même un changement d'état d'esprit qui s'est fait sur les derniers mois. Vous voyez qu'on est passé d'une tendance baissière à une tendance neutre, puis à la naissance d'une dynamique haussière, avec la moyenne mobile à 200 périodes qui se retourne. Simplement, comme je vous disais en introduction de cette émission, sur les small et les mid cap, on a bien rebondi ces dernières semaines, ces derniers mois. Et là, on arrive sur un gros morceau sur Balio, la zone des 2,50, qui a déjà bloqué par le passé et qui fait office de pivot majeur. Donc, vous voyez bien les chandeliers des dernières séances, c'est un combat sous les 2,50 et pour l'instant, ça ne passe pas. Donc certes, il y a du mieux. Mais pour vraiment parler de retournement de moyen terme validé, pour moi, il faudrait qu'on casse cette zone des 2,50, 2,55 pour de bon, avec des volumes, avec de la news. Pour l'instant, on va dire qu'on est au début de quelque chose. Voilà, si vous en avez acheté à 1€, 1,50€, 1,70€ et que vous voulez vous laisser du temps, laisser de la marge pour voir si ça passe, je peux le concevoir. Mais pour moi, donc voilà, il faudra vraiment casser les 2,50 pour valider un beau signal. Ensuite, Biomérieux. Alors Biomérieux, c'est pas simple. C'est pas simple parce que ça fait partie des valeurs qui ont été adorées, adulées ces dernières années, puis ces derniers trimestres, même pendant le Covid. C'était très soutenu à chaque fois qu'on arrivait sur les 110€, et les 110€, on les a cassés ce matin. Donc je suppose qu'il y a pas mal de stops qui sont passés. Après, ce qui fait toujours douter avec cette valeur, c'est qu'elle fait des petites mèches. Est-ce qu'elle est en train de nous faire une mèche sur les 108, 107 comme elle l'avait fait par le passé en juin 2020? Je ne sais pas. Mais je suis pas à l'aise là-dessus, tout simplement parce que c'est pas dynamique. C'est pas dynamique, c'est un range, on est en train de casser le bas du range, il y a des gros volumes. Donc voilà, c'est pas particulièrement attractif. Si vous avez été stoppé, c'est le jeu. Si vous aviez un stop un petit peu plus large et que vous n'avez pas été stoppé, bon, il faut absolument qu'on n'aille pas plus bas que les cours actuels et qu'on tente peut-être de réintégrer le range. Vous voyez que si je prends cet excès ici de juin 2021, on est pile poil dessus. Ce que je n'aime pas, c'est cet échec à reprendre la MM200, c'est les gaps baissiers dans la descente, c'est les volumes baissiers forts. Voilà, je pense qu'il y a peut-être mieux à faire sur le marché actuellement. Ensuite, on peut parler de chargeurs. Alors, chargeurs, c'est un peu spécial, on a une relation un peu spéciale tous les deux.
Pourquoi est-ce que je dis ça? Eh bien parce que Chargeur, j'avais commencé à la suivre ici en avril 2020 et très rapidement, elle est passée de 9 à 23 euros et j'ai dit attention, elle pourrait désormais être délaissée et ne pas faire grand-chose dans les mois, voire trimestres à venir. Et ça a été le cas, la valeur n'a pas bougé pendant des mois, des trimestres. Ensuite, il y a eu pas mal de personnes qui étaient pro-chargeur à fond sur le dossier, qui m'énervaient un petit peu. Et ça m'a poussé à la faute, donc je tenais à vous le dire. Lorsque on était mi-décembre et que à ce moment-là je cherchais une stratégie baissière sur une action, eh bien je me suis dit tiens, Chargeur est sous son oblique, j'en ai un peu marre qu'on me tanne avec cette action, donc je vais faire une stratégie baissière. Stratégie baissière avec un stop qui était très serré, hein, il était à 3%, et stop qui a été atteint par la suite. Je pense que effectivement parfois les réseaux sociaux ont du bon dans les échanges, dans les découvertes, dans les rencontres de certaines personnes, mais parfois ils ont du mauvais. Quand on a des trolls qui vous ennuient toute la journée avec un dossier qui ne fait rien depuis 6 mois, eh bien parfois vous devenez baissier sans raison. Ça a été mon cas ici peut-être. Donc je tenais à vous le dire. Ensuite, donc Chargeur, c'était l'exemple d'une valeur qui ne faisait rien, mais il y a eu des signaux haussiers. 15 janvier, donc elle a cassé son oblique avec volume et elle a accéléré. Elle est venue chercher ses plus hauts de septembre, puis elle les a passés en force. Donc vous aviez un premier signal ici, rupture de l'oblique, deuxième signal ici, rupture d'une résistance horizontale. Et on allait chercher un objectif théorique à 23 euros, on l'a atteint hier et maintenant on consolide dessous. C'est le point 3 ici. Si et seulement si on arrive à passer cette zone pivot, le prochain objectif est à 26 euros. Tant qu'on ne passe pas sous ce pivot, on pourrait assister à une consolidation. Donc voilà, bravo à ceux qui étaient dessus, vous avez cru au dossier, c'est une bonne société, potentiellement ça valait plus cher que 16-17 euros. Simplement, moi je cherchais des actions qui étaient dynamiques, qui étaient haussières. Entre septembre et janvier 2021, ça a été la fête complète sur bon nombre de secteurs. Et quand vous étiez sur Chargeur, vous n'avez pas profité de grand chose. Et si vous l'avez tenu en portefeuille, vous avez gagné 20-25%. Mais par rapport à certains parcours d'autres titres, c'est quand même pas grand chose. Donc voilà, mon envie était de vous montrer à ce moment-là qu'il y avait peut-être autre chose à faire que de se focaliser sur un titre qui ne donnait pas de signaux. Et lorsque le titre a donné un signal, eh bien, c'est pas question de retourner son fusil d'épaule, c'est que tout simplement, en tant qu'analyste graphique, un signal haussier a été donné et j'ai donc commenté ce signal haussier. Eurofins, ça fait partie des super titres ultra haussiers comme Sartorius Tedim, Biomérieux et d'autres du secteur pharma. Sauf que ce secteur est délaissé à court terme. Comme je vous le dis, les marchés ne jouent plus le Covid, ils ne jouent plus la crise sanitaire. Là, on joue ADP, Airbus et Total et Unibail. On joue la fin du Covid. Donc, il est légitime qu'après un superbe parcours, un titre comme Eurofins consolide et revienne sur une zone de prix d'importance. On a une grosse zone de soutien ici vers 73 euros. Et puis, sait-on jamais en cas de trou d'air, la MM200 se trouve ici vers 67 euros. C'est un superbe dossier, il est haussier à moyen long terme. Simplement, voilà, si on avait un gros trou d'air vers 68 euros et MM200, peut-être qu'à ce moment-là, ça deviendrait très attractif de s'y intéresser de nouveau. Financière OD. Financière OD, en fait, c'est le véhicule d'investissement de Vincent Bolloré. C'est la financière de l'OD qui détient la société Bolloré, qui elle détient des parts dans Vinci, qui elle détient des parts dans Universal Music Mobile. Et donc vous avez vu récemment Vivendi, pas Vinci, Vivendi, qui est fortement monté sur l'annonce de la vente, de la mise en bourse potentiellement de Universal Music Mobile. Donc Vivendi à ce moment-là s'est réveillé, mais depuis ce gap haussier, on consolide. Si on regarde Bolloré, elle est montée avec la news, puis elle consolide dans une moindre mesure, alors que la financière Audet, elle profite pleinement du mouvement et elle est dans un beau rattrapage. Et lorsque je regarde ce titre à long terme,
et que je me dis que c'est le véhicule d'investissement principal de Vincent Bolloré qui détient toutes les bonnes parts dans toutes les bonnes boîtes, je me dis qu'il ne serait pas étonnant qu'un jour on revoie les 1100 euros, les plus hauts historiques, sur cette valeur, qui surperforme en plus Bolloré et Vivendi, et qui est donc, si vous souhaitez vous mettre sur ce projet, en quelque sorte, la galaxie Bolloré, est peut-être un des titres à privilégier. GL Event, je vous rappelle qu'ils organisent des événements, qu'ils organisent des choses pour les entreprises, etc. Donc forcément, en ce moment, avec le Covid, le confinement, tout ça, GL Event ne travaille pas. Simplement, le titre, un peu comme Pierre et Vacances, a atteint des niveaux extrêmement bas. Je crois qu'en données mensuelles, voilà, on est revenu sur les plus bas de 2001 et de 2009. Donc on est vraiment sur les plus bas des plus bas des plus bas. Et on tente de se reprendre en attendant que le gouvernement nous laisse sortir. Donc là, on est en train de travailler à la MM200. Vous connaissez son importance. Si on arrive à dépasser cette MM200 et à aller vers les 11,50, c'est un premier bon point. Et pour ce qui est du moyen terme et vraiment d'un signal fort, il faudra casser, comme d'habitude, la zone de résistance, les 11,80, pour valider un changement de dynamique, une reprise haussière et un creux majeur de long terme. GTT, elle a publié des résultats magnifiques. C'est 30% de hausse du chiffre d'affaires, 50% de marge, enfin c'est vraiment un truc démentiel. Le fait est qu'il faut que vous regardiez quelles étaient les anticipations. GTT, en fait, dans sa publication de résultats la semaine dernière, a revu à la baisse ses prévisions d'EBITDA. Du moins, elle vise la fourchette basse. Du coup, vu que les opérateurs savent que sur ce dossier-là, la croissance et la marge sont énormes, vu que la société revoit un petit peu ses perspectives pour l'année suivante, et bien à ce moment-là, le titre est sanctionné. Donc il faut bien que vous ne lisiez pas les résultats seulement pour ce qu'ils sont, une hausse ou une baisse, mais bien par rapport à ce qu'attendait le consensus. GTT jusqu'ici était dans un range, on pouvait acheter en bas, vendre en haut, c'était pas mal. Là, elle a tout cassé avec des volumes. Donc en théorie, on attend que la poussière retombe, on ne s'y jette pas de nouveau corps et âme, parce qu'on se donne une chance peut-être de laisser le titre baisser d'un cran supplémentaire et de revenir vers une grosse zone de soutien, comme par exemple les 65 euros. Et vous noterez que même si le titre a gapé lors de la publication des résultats, même si vous aviez un stop et qu'il est passé 1 ou 2% plus bas, il valait mieux que votre stop passe en perte de 3, 5, 7% et que vous soyez stoppé à l'ouverture à 78 euros, que de tenir la position et de perdre 10% de plus. Ensuite, McPhy. McPhy, c'est moche. Mais McPhy, je vous ai prévenu. McPhy, elle dessinait une épaule, tête, épaule, qui était pas belle du tout. Je vous ai prévenu sur Twitter la semaine dernière, jeudi dernier, qu'elle allait casser les 30 euros. Elle a fait un trou d'air à 28,50, elle est remontée en séance. Tous ceux qui étaient dedans me disaient « Ah, t'as vu, elle est remontée, elle est à plus 3, plus 5. » Et puis elle a fait moins 7 hier et moins 11 aujourd'hui, parce que ce qui était écrit devait se passer. Faut pas oublier que McPhy, c'était une valorisation de près d'1 milliard, avec un chiffre d'affaires qui a seulement eu 20% de croissance. On est un peu léger là. Vous savez, l'année dernière, j'adorais les renouvelables. J'adorais Neoen, Albioma, Voltalia, McPhy, Carbios, tout ce qui touchait de près ou de loin aux énergies renouvelables. C'était un carton plein. Et en début d'année, ça a été aussi un carton plein. On avait McPhy qui est parti dès le début de l'année, qui a pris 20 ou 30% et qui est allé chercher comme ça un nouveau plus haut. Pareil sur Neoen qui a atteint 70 euros, etc. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé qu'on était vraiment euphorique, on était vraiment trop haut. J'ai des gérants avec lesquels j'ai discuté qui m'ont dit là, on est dans du Tesla français, quoi. On est dans des ratios de valorisation complètement dingues. Donc on veut bien que l'hydrogène ce soit tendance et qu'il y ait un plan européen, français de développement de l'hydrogène, mais faut pas pousser non plus.
Donc on avait besoin de purger. C'est pour ça que je vous parle plus de McPhee depuis un mois. C'est pour ça que quand on me pose la question, je suis baissier. Casser les 30 euros était pratiquement écrit, vu le TE qui était en place, même si elle n'est pas parfaite. Euh, et il y a deux supports, il y a MM200 à 24 et il y a la zone horizontale à 20 euros. Et si je m'écoutais, j'aurais envie de vous dire que bah, j'attendrais bien la zone des 20-21 euros pour faire quoi que ce soit, plutôt que de me presser à l'acheter à 24 euros, parce que 24 euros, ça reste encore une valorisation extrêmement élevée. Tac, 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 hop. Voilà, donc je vais sur Zone Bourse. Donc McPhee 2020, 21, 22, oui, il y a de la croissance attendue au niveau du chiffre d'affaires, mais on est toujours dans une société avec un résultat net négatif. Avec une dette qui a très fortement augmenté, avec une augmentation de capital qui a été faite. Donc voilà, il faut laisser du temps au temps, il faut laisser ces dossiers être purgés. Je vous rappelle qu'on avait découvert McPhee ensemble à 4 euros en mai 2020 et elle a fait x10, elle a pris 900% en moins d'un an. Donc à un moment donné, faut laisser une purge se faire. Ensuite, MMT, Métropole TV, c'est M6, c'est un cas particulier. Je vous ai parlé d'M6 lorsqu'elle était ici à 15 euros parce que M6 est potentiellement à vendre. Est-ce que Métropole TV va être démantelé? Est-ce qu'il y a un milliardaire qui va vouloir se l'acheter? En tous les cas, je vous avais fait une stratégie sur Zone Bourse à 15 euros pour viser les 17,80 € de mémoire. On a atteint mon objectif. Je vous ai invité à prendre des gains. Et je vous ai refait une analyse dans la foulée pour dire que pour ceux qui n'en avaient pas ou ceux qui voulaient en racheter plus bas, j'attendais les 16 euros. J'attends en fait qu'elle vienne combler son gap ouvert la semaine dernière et qu'elle revienne tester les 16 euros ici pour reprendre une position à l'achat dans le sens de la tendance haussière pour jouer à terme un démantèlement et un ralliement des 20 voire des 22 euros. Je trouve qu'en amont des élections de 2022, ce secteur des médias est très intéressant. Ensuite, un autre cas particulier, Natixis. Natixis, vous n'êtes pas sans savoir que la BPCE veut racheter le solde. Elle a proposé 4 euros, c'est pour ça que le titre donc, est monté à 4 euros et qu'il y a beaucoup de gens qui sont sortis. À ce moment-là, j'ai laissé entendre qu'à court terme, il n'y avait plus grand-chose à faire. À court terme, il n'y a plus grand-chose à faire, mais à moyen terme, il y a encore quelque chose à jouer. Jouer quoi? Jouer tout simplement un relèvement de l'offre. Et pour vous montrer un exemple, je vais aller sur Altis. Drahi voulait sortir Altis de la cote, alors qu'elle était à 3,35 €, il a proposé 4 €, 4,10 €. Puis l'action est montée graduellement comme ça pendant 2-3 mois jusqu'à ce que soit proposé un rachat du solde à 5,30 €, soit 20 ou 30% plus haut que le prix proposé précédemment. Donc sur Natixis, pour ceux qui en ont depuis très longtemps, qui sont en large perte, ou pour ceux qui veulent aller au bout, il faudra peut-être se donner 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'il y a une offre à 4 €. Donc ça veut dire qu'en achetant au cours actuel à 4,03 €, vous risquez même pas 1% de perte. Et que si tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que les petits actionnaires peut-être font pression, peut y avoir un rachat du solde à 4,50, 5 €, pourquoi pas un cran au-dessus. Donc il y a peut-être quelque chose à faire ici, pour ceux qui le souhaitent, avoir une petite ligne de fonds de portefeuille sur Natixis à 4 € en espérant un relèvement de l'offre. Pharmagest. Pharmagest, ça fait partie des valeurs trend following qu'on adore. Simplement, faut pas oublier qu'en 2017-16, Pharmagest, ça cotait 20 €, qu'elle a fait x6 en quelques années. Et puis surtout, depuis qu'on l'a découvert grâce à Master Bourse dans la zone des 60-65 €, elle a doublé en l'espace de 6 mois. Pharmagest a ensuite publié des résultats, elle a chuté avec des volumes énormes, et j'ai dit sur Twitter notamment, ne vous pressez pas. Laissez du temps au temps. Laissez McPhee descendre. Laissez Alphen descendre. Laissez Neoen descendre. Laissez Pharmagest descendre. Pourquoi se presser à l'achat?
Alors il y en a qui ont payé la mèche ici, le 12 février, puis ensuite ils se sont fait avoir par le gap du 17, d'autres qui ont payé le 17, qui se sont fait stopper dans la foulée. Il n'y a aucun signal acheteur. Laissez-la faire, laissez-la baisser. Tendance baissière de court terme, moyenne mobile baissière, dynamique baissière. Il y a MM200 qui est à 90, il y a une grosse zone horizontale à 85, donc la zone d'achat hypothétique de surveillance, elle est ici entre 85 et 90. Il n'y a rien avant. Il n'y a rien avant. D'ailleurs, tant que j'y suis, Alphen, j'avais dit que je surveillais quand elle était ici vers 70-80. Et je disais que j'attendais les 65. Voilà, elle est de retour à 65. Mais même ici, j'ai pas envie d'acheter en pleine chute avec des volumes baissiers, etc. J'attendrai plutôt le cran suivant qui se situe ici sur 55 euros. Vous savez, j'essaye de définir avec vous des zones de prix optimum. On n'est pas là pour faire du trading, on est là pour faire du trend following, on est là pour faire des achats sur repli significatif à des prix attractifs de dossiers de qualité. Alphen était haussière, elle a cassé sa dynamique, elle a publié c'est pas apprécié, on n'a pas à se jeter dessus. 65 euros était une première zone de surveillance, mais en l'absence de réaction positive sur cette zone de prix là, on peut très bien aller un cran supplémentaire 10% plus bas à 57. Donc pourquoi se presser? En fait, c'est ça que j'essaye de répondre à tous ceux qui me posent des questions. Je leur dis, mais vous avez peur de quoi? Qu'elle prenne 15% demain, comme ça, qu'elle s'envole, qu'elle redémarre sans vous? Le risque qu'elle glisse d'un cran est quand même bien plus supérieur au fait qu'elle s'envole sans vous. Donc, laissez du temps au temps. La patience est d'or en bourse. Vous devez absolument apprendre à attendre. Le jeu de la patience sur Total l'année dernière où j'attends 6 mois pour qu'elle aille sous 30 euros. Et cette année aussi. Le jeu de la patience sur Neoen où on attend qu'elle passe pendant 3 mois sous 50 euros. Tout ça, c'est un entraînement pour que vous appreniez à attendre. Esquerre, elle a été très haut très vite. Elle fait partie des mid-caps qui ont fait des parcours phénoménaux. Tout comme toutes les valeurs dont on vient de parler là, on sait qu'elle est un peu usée en quelque sorte. Il y avait un gap à 220 euros. Vous êtes nombreux, je pense, à avoir mis des ordres d'achat autour de 220 euros. Et là, vous êtes en petite perte et vous espérez qu'elle repasse rapidement au-dessus du support. Simplement, si je devais définir, pas une zone de prix parfaite, mais un retracement somme toute légitime, je prendrais la dernière phase de hausse, et je me dirais, voilà, est-ce qu'on ne va pas retracer 50% de la dernière phase haussière? Qu'est-ce que représenterait 50%? Là, je trouve 194 euros, donc ça veut dire une mèche sous les 200, sous un seuil psycho. Et en plus, qu'est-ce que je trouve en regardant mon graphique? Que ici, il y a un petit gap qui n'a jamais été comblé. Donc j'espère pour ceux qui en ont acheté qu'on va repasser au-dessus de 220 et qu'on va repartir à la hausse. Mais si ça ne se passe pas comme ça, moi j'attendrai ici. Sur les 200, entre 195 et 200. Ensuite, Gossin. Alors Gossin, là on voit bien le concept du piège et du bull trap suivi de la cassure baissière. Gossin jusqu'ici était magnifique. Hausse, conso, hausse, conso, hausse, conso, hausse. Simplement, on a atteint des objectifs majeurs après 4 mouvements haussiers anthologiques. Elle est passée de 1 à 13 euros. Il y a un moment donné, faut peut-être pas croire au Père Noël non plus. Enfin, le Père Noël est déjà passé là, à 1200%, c'était magnifique. Ce qui s'est passé sur Gossin, c'est que la semaine dernière, il y a une petite news qui est sortie sur les réseaux qui a fait que tout le monde s'est mis à en acheter et a provoqué la cassure des 10,80 €. Mais la news en question n'est pas sortie le soir dans la presse spécialisée, la presse boursière. Du coup, le lendemain, Gossin a réintégré son range. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une sortie forcée d'un range et qu'on le réintègre le lendemain, c'est un faux signal. Ça veut dire qu'on repassait au mieux neutre.
Sauf que vu qu'on a donné ce faux signal et qu'il y a plein de coincés, bah ces coincés-là, ils ont mis des stops de protection courts. Donc dès qu'elle a commencé à plier ce matin et qu'elle a cassé les 9,90, bah tous ceux qui étaient coincés à 11 euros, il y en a une bonne partie qui ont coupé. Mais en coupant, ils ont fait peur à d'autres qui, eux, avaient mis leur stop sous les 9,50, qui ont été déclenchés et ont fait qu'on est descendu jusque 9 euros. Est-ce que Gossin est haussière à court terme? Non, elle est baissière. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de sortir d'un range par le bas. Où se situe la zone de soutien, on va dire une belle zone de soutien pertinente. Il y en a une à 8 euros. Et puis en plus, on a des gaps ici à 7 et à 8 qui ont été laissés ouverts. Je ne vois pas encore une fois ici, sans vouloir... je prends des pincettes, hein, vous le voyez, je fais super attention parce que je sais que sur ce genre de dossier, il y a du monde. Mais je pense déjà qu'ici, on avait quand même bien dit d'alléger. Ça, c'est un faux signal, j'en ai parlé sur Twitter. Maintenant, elle est baissière à court terme. On ne sait pas où ça va s'arrêter. À moins d'une mèche basse et d'une réintégration rapide de ce range, on peut très bien peut-être aller chercher des zones plus basses, des niveaux horizontaux, des gaps laissés ouverts par le passé. Donc il n'y a pas de raison de se presser à l'achat là-dessus pour le moment. Ça fait partie, comme d'autres valeurs qu'on vient de voir depuis le début de l'émission, comme McPhee, comme Neoen, des stars de 2020. Et il est quand même difficile pour des actions qui ont pris entre 500 ou 1200% en 2020 de faire le même parcours en 2021. Il y a des rotations, autant il y a des rotations entre le Nasdaq et le Dow Jones, autant il y a des rotations entre les financières et les valeurs renouvelables. Et autant sur les small et les mid caps, il y a des flux sortants après un parcours magnifique sur ce dossier. Ça c'est Logitech en Suisse, valeur trend following, c'est un long fleuve tranquille. Donc, sur ce genre de dossier, vous allez essayer de cadrer la dynamique haussière de fond et puis vous allez essayer de définir des zones hypothétiques de repli qui correspondent à des zones de prix travaillées par le passé. Donc ici on voit bien une belle zone travaillée entre 87 et 90. Si on prend le plus haut ici à 90, hop, on voit qu'on a le bas du canal ici entre 90 et 92. Donc sur ce genre de dossier, même si c'est extrêmement haussier et que ça va vite, ça n'empêche pas que parfois on peut avoir des petites consolidations ou bien des consos un peu plus grosses. Et donc on espère un éventuel repli dans le sens de la dynamique haussière. Tout à l'heure, je vous ai parlé de MMT, Métropole TV, du secteur des médias qui pourrait peut-être être un secteur avec les télécoms qui pourrait profiter d'une rotation sectorielle en 2021. Et j'ai trouvé cette boîte Mediaset qui est extrêmement bien notée sur Zone Bourse, qui est désormais sortie d'un range par le haut, qui est dans une dynamique haussière. Et ça me permet d'être un moyen justement de sortir un petit peu des crowded trades, des small et des mid caps sur lesquels il y a trop de monde. C'est le genre de valeur en fait qui ne chute pas fortement quand les marchés baissent et qui peut être soutenu s'il continue à y avoir dans l'année qui vient, dans les 2 ans qui viennent, des mouvements dans les médias comme on en a constaté actuellement. Donc voilà, je trouvais cette action intéressante dans une optique de diversification. C'est aussi au-dessus des 2,20. Et là-dessus, en fait, on joue un retour à la normale, on joue un retour vers les cours de 2019, vers les 2,70, 2,80. Ensuite, Nekon. Nekon fait du Nekon, elle revient tester sa MM100. Option numéro 1, les marchés tiennent, elle repart. Option numéro 2, elle nous fait du Nekon bis et elle nous fait une mèche vers les 7 euros. Point positif, maintenant que la valeur cote depuis presque un an, on a 200 séances, donc on a une moyenne mobile à 200 séances qui vient de naître. Et cette moyenne mobile à 200 séances, elle est à 6,70 sur les plus bas précédents, donc c'est plutôt bien. Et elle va monter progressivement vers les 7 euros dans les semaines qui viennent. Donc sachez que nous ne sommes pas à l'abri d'un éventuel trou d'air de nouveau vers 7 euros sur Nekon, mais que ça reste une période de latéralisation avant éventuellement la prochaine vague haussière, le temps que la MM200 arrive en soutien,
peut-être que la valeur va se chercher un certain temps avant d'éventuellement sortir par le haut. En tous les cas, c'est ce que laissent entendre les probabilités. Dans le sens d'une dynamique haussière, on a plus de chances de sortir par le haut que par le bas. NeoEn, alors qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous dire là-dessus? Il faut pas oublier que NeoEn, ça cotait 18 € en mai 2019. Et que sur 1 an et 9 mois, donc moins de 2 ans, la valeur gagne toujours 150%. Depuis son point bas du Covid, elle gagne encore 80%. Donc il y a trop de gens qui la regardent comme ça et qui disent « Waouh, elle a trop baissé, c'est pas cher là, faut que j'y aille ». Tous ceux qui étaient pressés là, à 55, 50, 52, tout ça. Non, c'est comme ça qu'il faut la regarder. MM200 a été testé en octobre 2019, ça a été testé pendant le Covid, on est sur MM200. Le souci, c'est la dynamique baissière très forte, c'est les fonds vendeurs, puisqu'il y a des fonds qui sont passés short sur le dossier. Le souci, c'est que même au cours actuel, elle est encore un petit peu chère en termes de PER dans le secteur. Donc, j'espère que vous n'avez pas payé 53, j'espère que vous n'êtes pas rué à 50, j'espère que voilà, vous avez laissé le temps au temps. Je peux comprendre que certains aient pris une première position à l'achat à 46-47 sur MM200, puisque c'était le but de notre jeu de la patience. Et puis, faudra voir si on tient ici ou si on fait une mèche vers 44 €. 44 € qui est une belle zone horizontale. Alors certains vont dire oui, mais si NeoEn passe sous MM200, ça veut dire qu'elle passe baissière. Non, non, non. Un titre peut très bien passer pendant 15 jours, voire un mois même, ou 2 mois sous MM200 pour remonter au-dessus derrière et ne pas changer la dynamique de fond. La dynamique de fond, elle est haussière. Vous voyez bien que même si on faisait un gros trou d'air géant à 40 € puis que ça repartait par la suite, à long terme sur 2 ans, on est toujours dans une dynamique haussière avec des plus bas de plus en plus hauts. Donc MM200, c'était vraiment le premier niveau à attendre sur lequel on pouvait peut-être prendre un tiers ou une demi-position en fonction de son profil, etc. Si on va à 44 €, là, ce sera encore plus intéressant. Niveau horizontal, valorisation encore plus intéressante, et c'est qu'on aura vraiment bien secoué le cocotier. Donc voilà. Encore une fois, pourquoi est-ce que la patience c'est important en bourse? Souvenez-vous, hein, quand on était ici à 67 €, je vous ai dit on casse une oblique. Maintenant j'attends 50 € sur NeoEn. Quand elle a touché ici 54 et qu'elle a rebondi, je vous ai dit il est hors de question d'en acheter avant les résultats. Les résultats sont sortis la semaine dernière, on a enfoncé, il n'y avait aucune raison d'acheter. Et là c'est la purge et voilà, on arrive sur zone, certains prennent une ligne, d'autres attendent. D'autres attendront qu'on rebondisse et qu'on reparte à la hausse et qu'on recasse les 50 € pour rentrer en se disant bah moi j'ai pas envie de me presser, je sais pas si ça va s'arrêter à 47, à 44 ou à 40, donc j'en réachèterai lorsque les acheteurs auront repris la main, lorsqu'on repassera au-dessus de 50 €. Prosus. Alors j'avais un cadrage long terme haussier qui était pas mal et un lecteur m'en a proposé un encore plus propre, avec un haut de canal qui passe par tous les points hauts de ces derniers mois. Vous voyez ici, un point haut, 2 points hauts, 3 points hauts, 4 points hauts. Donc Prosus c'est magnifique, hein, dynamique haussière, superbe dossier. Simplement, il y a des prises de bénéfices sur les valeurs tech. En plus, elle vient de faire un parcours très sympathique, puisque elle a gagné, hop, là, 30% en quelques semaines. Donc voilà, sur ce genre de titre, faut savoir prendre des gains quand elle prend 30% parce qu'elle a pour habitude de retracer. Même chose ici, elle était allée un peu haut, un peu vite, elle a retracé, même chose ici. Donc si vous en avez, j'espère que vous avez un peu allégé. Si vous êtes moyen long terme, il n'y a pas de raison d'alléger. Et si vous n'en avez pas, un éventuel retour des prix sous 95 € serait une opportunité d'en acheter sur repli. Ensuite, Sartorius, c'est comme Eurofins tout à l'heure. On vient de consolider, de revenir sur un support.
Est-ce que j'ai envie d'acheter ce support? Est-ce que je pense que le secteur pharma va se remettre à surperformer? Est-ce que je pense que c'est ce secteur-là qu'il faut acheter? La réponse pour moi est non. On va peut-être stabiliser sur ce seuil, mais je serais pas étonné qu'on aille faire un tour dessous. C'est une valeur qui est haussière à moyen long terme, qui est un magnifique dossier, mais on peut très bien revenir entre 300 et 340 dans les semaines qui viennent, que je serais pas étonné, qu'elle resterait toujours haussière à moyen long terme. Je vous ai publié un graphique dessus quand elle était à 400 € et qu'elle commençait à plier la semaine dernière sur Twitter en vous disant attention, ça c'est pas beau. Et en théorie, pour ceux qui font du trend following, vous avez pu remonter vos stops de protection. À un moment donné, on casse un niveau, on remonte le stop. À un moment donné, on voit que ça remonte un niveau, on peut remonter le stop. À un moment donné, on voit que ça plafonne, on peut couper, on peut sortir de la position, tout ou partie, en attendant de revenir plus tard. Là, on est revenu sur support, mais il n'y a toujours pas de signal haussier, donc il n'y a aucune raison de se presser. Faut essayer de déceler, voilà, c'est même compliqué ici. Non, je pense que voilà, il y a une rotation sectorielle qui s'opère et que c'est pas tout de suite que ce secteur-là va revenir complètement à la mode. Donc pour le moment, je vois pas grand-chose à faire ici. Shopify, valeur américaine, trend following, superbe. Attention par contre avec la consolidation sur le Nasdaq. Ici, je crois que c'est un lecteur qui cherchait à définir tout simplement des zones de soutien. Alors si vous êtes court-termiste, ici il y a une zone à surveiller à 1270 et ici la grosse zone de moyen terme, elle est vers 1100 $, avec toujours cet MM200 qui arrive en soutien. Sait-on jamais si le Nasdaq se fait des frayeurs, qu'on a une correction de marché, si on a un repli significatif sur cette zone horizontale là, ça peut être intéressant. Même chose sur Square. C'est extrêmement haussier. Il y a un gap laissé sous ses pieds ici, sur une zone horizontale à 240 $. C'est la première zone d'achat hypothétique. Et la deuxième est ici, dans une zone de prix très travaillée. Zone horizontale. Hop. Ah, donc, haussier, ce superbe dossier haussier, mais en cas de trou d'air majeur, on pourrait l'acheter. Au cours actuel, le timing n'est pas opportun. Ensuite, The Blockchain Group. The Blockchain Group, certains disent ah bah oui, elle monte plus, elle suit pas le Bitcoin, etc. Alors, pour rappel, numéro 1, The Blockchain Group gagne 640% en 8 mois. C'est énorme. Rappel numéro 2, The Blockchain Group, c'est blockchain, ce n'est pas Bitcoin. Si vous voulez trader des actions corrélées au Bitcoin, c'est Marathon Patent aux États-Unis ou Riot. The Blockchain n'a fait que profiter en partie de l'attraction du Bitcoin et du secteur des cryptos, ce qui l'a bien boosté ces derniers temps. Mais vu que là, on a un Bitcoin qui commence à battre de l'aile, eh bien, il est légitime que The Blockchain ait du mal. Donc, pour tous ceux qui avaient acheté ici dans la zone des 1,60, 1,70, vous êtes toujours en gain. À vous de voir si vous allégez, c'est un peu tard maintenant. À vous de voir si vous gardez, à vous de voir si vous mettez votre stop sous les 1,60 sans broncher. Pour ma part, c'est dans cette zone rond ici où je vous avais dit de vous intéresser au titre, hein, pas à 2 € ni à 2,30 €. Donc, si vous avez des bonnes entrées, vous êtes toujours en gain. C'est à vous de voir si vous mettez vos stops à 0 ou si vous laissez vos stops sous le support. Tout comme le Bitcoin, The Blockchain pourrait avoir besoin, si on casse cette oblique, d'une phase de latéralisation un peu plus longue. Je vous rappelle que sur ce titre, la MM200 est encore à 1,08 €, tellement on est monté vite. Ça veut dire que voilà, même si ça se passait vraiment mal sur les cryptos, que le titre baissait, qu'on revenait à 1,50, voire même qu'on faisait un trou d'air sous le support, on aurait même du mal à atteindre MM200 tellement elle est loin. Donc comprenez que parfois il faut laisser du temps au temps et que peut-être il va falloir laisser plusieurs semaines, mois de latéralisation, le temps que les indicateurs se dégonflent, le temps que les court-termistes sortent, le temps que la moyenne mobile arrive en soutien, et après à ce moment-là on aura peut-être une deuxième phase haussière dans le courant de l'année.
En fait, tout le monde est trop pressé, tout le monde a l'impression que maintenant c'est de l'argent facile sur les marchés, que tout doit aller vite. The Blockchain Group a été à 80 centimes en novembre, on est à 1,85 € et les gens se plaignent parce que ça monte pas assez vite. Faut savoir prendre du recul. Et puis ensuite, VAT Group. Hop, VAT Group. Bah là, on est dans du trend following aussi, dans un titre hyper solide. Là aussi, on est loin des moyennes mobiles. Si vous voulez acheter un tel dossier, bah faut le faire en théorie sur repli, à moins que vous pensiez que elle va monter toute seule, tout droit, très vite. Et dans ces cas-là, bah, il faut déceler les niveaux de consolidation réalisés par le passé. Vous voyez, ça c'est du vrai trend following de long terme parce que ça monte tout le temps. Même le Covid ici est à peine visible. Et dès que ça repart pour l'ensemble des marchés, bah, ça explose littéralement là-dessus. On peut quand même faire la différence entre un titre comme SKR, bioMérieux, Sartorius qui monte depuis des années et un titre trend following, mais on va dire à la mode comme McPhee. SKR, bioMérieux, Sartorius, tout ça, ça monte depuis des années et ça s'est bien défendu en 2020. McPhee, Carbios, Median Technologies et d'autres, c'est des valeurs qui sont sorties de nulle part et qui ont explosé littéralement en 2020. C'est pas des tendances haussières qui durent depuis 5 ans. C'est des tendances haussières naissantes de l'année dernière qu'on fait x5, x7, x10 et qui maintenant ont besoin de corriger à la hauteur de leur hausse passée. Donc il faut leur laisser du temps. Ensuite, on va passer à la catégorie GLB. Alors, vous remarquerez qu'on vient de regarder à peu près 30 valeurs ensemble et qu'il n'y en a aucune que j'achète sur les cours actuels. Advicen. Alors, Advicen, ce que je vous ai expliqué la semaine dernière dans l'émission de mardi dernier, c'est qu'il y a deux types de GLB. Il y a la GLB où on est proche du plus haut historique et du cours d'introduction, comme Polyc Meunery, et puis d'un coup, il y a des volumes et ça démarre. Ça, c'est la GLB parfaite, c'est la GLB numéro 1. Ensuite, il y a les GLB de type 2, c'est-à-dire que les cours sont montés fortement pendant des semaines, et une fois qu'ils sont montés pendant des semaines, on a enfin atteint la GLB, puis la GLB a été forcée, et on se dit ça y est, c'est bon, c'est la suite. Sauf que en fait tout le monde était devant et puis du coup ça retombe, on est venu combler le gap, puis ça repart, puis ça retombe. Il faut laisser du temps au temps. Il faut laisser du temps au temps, faut pas oublier d'où on vient. Hein. On était à 5,50 € en novembre, on est à 14,35 €, la valeur a triplé. Il y a peut-être des belles choses à venir dans les mois qui viennent, mais on peut très bien avoir un travail de zone autour de la GLB avant d'éventuellement partir dans le sens de la tendance. Donc si vous cherchez, que vous êtes débutant, que vous vouliez jouer une GLB, que vous pensiez que ça allait exploser derrière, bah non, c'est raté, c'est une GLB de type 2, ça veut dire que la valeur est déjà fatiguée quand elle arrive là-haut, et qu'il ne faut pas en espérer des 1000 et des 100. Donc les court-termistes sortent, et seuls ceux qui ont creusé un peu le dossier, qui sont à moyen long terme et qui aiment bien, restent dedans. C'est pour ça qu'on a cette période de latéralisation qui peut durer quelques jours, quelques semaines, quelques mois, avant que le flux positif reprenne le dessus. Ensuite, FNM, ça c'est une valeur que je n'ai pas sur ProRealTime. C'est une valeur danoise et c'est une GLB qui a été trouvée par un lecteur. J'en profite pour vous remercier, hein, vraiment c'est un travail de partage absolument énorme entre les lecteurs et moi-même. Quelqu'un qui m'écrit, qui me dit regarde Nicolas, ça va te plaire, plus haut historique 180 NOK. Non, c'est pas des NOK, c'est des SEK, SEK. En plus, j'ai étudié au Danemark, c'est pas sérieux. Couronne suédoise. Donc, vous voyez, on s'est introduit en 2017, hop, baisse ici avec le Covid, remontée, et là, on est en train de faire une GLB au-dessus des 180. Donc, c'est beau. Merci de l'avoir partagé. C'est un spécialiste de la distribution de matériel de construction. Volvo Construction, Terex Trucks, etc. Donc, avec la reprise de l'activité anticipée pour 2021, c'est le genre de titre qui est recherché. Ensuite, on peut parler de IP Group, qui est pile poil sur GLB. C'est une GLB, mais bon,
Vous voyez, le plus haut historique et l'introduction, elle était là. Le plus haut suivant, il a été fait 2 ans plus tard. Donc GLB ou pas GLB, je sais pas. Demi-GLB peut-être. Euh, on avait un niveau qui était ici, qui était l'intro, qu'on a effectivement cassé. On a un niveau de plus haut historique qu'on est en train de travailler. Faut pas oublier qu'on vient de 3 euros, qu'on est à 17 euros. Donc là, c'est pareil, c'est un peu comme Advicen, un peu une GLB potentielle, GLB de type 2, où on peut avoir besoin d'une consolidation avant que potentiellement les fondamentaux se confirment et qu'on démarre peut-être une nouvelle aventure avec la GLB validée et des nouveaux plus hauts historiques. Ensuite, InPost à Amsterdam, GLB à surveiller. Plus haut inscrit dans les premières séances de cotation ici à 21,40. On s'en est approché hier, ça ne passe pas pour le moment. Donc là, vous pouvez vous mettre des alertes. Par exemple, moi je vais mettre une alerte ici, au-dessus du plus haut des dernières séances, qui m'alertera en amont de cette hypothétique GLB en cas de cassure des 21,40. Milibou, ça c'est... Je pense que je vais faire imprimer le graphique pour me le mettre dans ma chambre. Milibou qui est une GLB parfaite, la GLB date de 2015, on a passé des années dessous, ça a été passé récemment, mais en plus elle a été fait proprement puisque on a testé la GLB ici en janvier, puis on est retombé, puis on est repassé, on l'a validé avec un gap haussier et des volumes historiques, donc ça voulait dire que c'était vraiment fort. Alors vous allez me dire, oui mais Nicolas, tu vois, ça ressemble un peu à une GLB de type 2, c'est vrai que comme d'autres actions, elle était bien montée ces derniers temps, et donc on aurait pu se dire qu'elle irait pas beaucoup plus haut. Mais j'aime bien le fait qu'elle est restée pendant des années et qu'elle avait quand même déjà testé ces zones de prix là qu'elle a cassées en force il y a un mois ou deux. Et puis j'aime beaucoup aussi la cassure ici avec gap haussier et volume historique parce que ça ressemble au GLB que je vous ai montré aux États-Unis. Ou quand aux États-Unis, on inscrit un nouveau plus haut annuel qui est aussi un nouveau plus haut historique, qui est aussi un gap haussier et qui est aussi un volume historique, généralement, on ne comble pas le gap. Et donc c'est magnifique. Et puis vous voyez, même pour ceux qui n'étaient pas rentrés là, on a consolidé à plat, on pouvait rentrer dans la réaccélération, dans les nouveaux plus hauts annuels, dans les nouveaux plus hauts historiques. Même celui qui a payé hier à 6,30 sur cassure des plus hauts historiques, il gagne 11% aujourd'hui. Ça marche pas à tous les coups. Il y a des ratés dans les GLB. Il y a des GLB qui retombent. Je pense par exemple à Nixoa. Mais vous voyez là typiquement, je pense que c'est malheureusement les gens qui ont créé la GLB. J'en ai parlé à 20 euros en anticipation d'une potentielle GLB. Les gens ont payé à 20 euros la cassure du cours d'intro, à 22 euros la GLB. Les derniers sont rentrés dans la montée. Et puis les autres en ont profité pour sortir avec un gain de 15 à 20% en l'espace de 2-3 jours. Donc j'ai utilisé des valeurs parfois pas forcément liquides pour vous montrer des exemples parce qu'elles étaient très belles graphiquement et que c'était bien propre. Mais je crains malheureusement effectivement que certains lecteurs aient engendré, accéléré des phénomènes de GLB, ce qui a fait des portes de saloon avec forte hausse, forte baisse derrière. On arrive à Navia. Et Navia, la voici. Pourquoi est-ce que je l'ai mis en GLB? Parce qu'en fait, la raison pour laquelle je suis Navia depuis août 2020, depuis que Lionel et Loïc, la team des L, me l'ont fait découvrir sur Twitter, je me suis dit, ça c'est un secteur qui m'intéresse. On parle pas de graphique là, on parle surtout véhicules autonomes, société française, des projets partout dans le monde, société qui a été repérée par SoftBank, une des plus grosses sociétés d'investissement au monde. Donc voilà, un titre où je m'étais dit, comme sur d'autres qui sont remontés vers leur plus haut historique, puis vers leur introduction, peut-être qu'un jour Navia pourrait revenir vers son cours d'intro et pourquoi pas un jour faire une GLB. Tout se passait bien sur Navia en fait jusqu'en novembre 2020.
jusqu'en novembre, décembre. La société annonce en novembre qu'elle va faire une ligne de financement avec Kepler et ça fait même pas baisser les cours. L'action a tenu et puis elle a redémarré ici. Donc moi j'avais fait une stratégie d'achat à 3,60 ou 70 ici. Et puis je visais une cassure des plus hauts annuels. Donc ceux qui ont acheté ici se sont retrouvés ici en gain de 10-15%. Et malheureusement on a tout cassé. Alors, on pouvait quand même mettre des stops, hein. Il y avait un stop potentiel à 3,75, on pouvait mettre un stop à 0 quand on avait acheté à 3,70, on pouvait mettre un stop sous les 3,40. Donc pour ceux qui ont acheté à 4 euros qui n'ont pas coupé, clairement c'est de votre faute, hein. Il y a un moment donné, je ne vais pas prendre les gens par la main, je ne vais pas cliquer sur la souris à leur place. Moi j'ai trouvé un point d'entrée, on a pris 15%. Soit vous prenez des gains, soit vous la tenez. Si vous la tenez, vous pouvez remonter votre stop. Même si vous ne remontez pas votre stop, vous pouvez le mettre à 0. Même si vous ne le mettez pas à 0, vous pouvez le mettre sous le support. Et au pire, vous perdiez 6 à 7%. Donc qu'on ne vienne pas me dire que j'ai fait perdre beaucoup d'argent à des particuliers sur Navia. Ce sont eux qui en ont perdu fortement s'ils ont acheté à 4 euros et qu'ils ont tenu jusque 2,70. Navia, elle est allée un peu haut, un peu vite. En novembre-décembre, là, son envolée a été très rapide. Derrière, on a Kepler avec une ligne de financement. Derrière, on apprend que 360, le fonds d'investissement qui est dedans, est en train de sortir. Et en plus de ça, on apprend que Voleon, un fonds d'investissement, est vendeur sur le dossier. Malgré des résultats en demi-teinte le 3 février dernier, puisque les résultats nous montraient une baisse du chiffre d'affaires, mais une forte augmentation des projets à l'étranger. Donc pour ceux qui avaient compris le dossier, que c'est un peu une biotech en quelque sorte, on n'achète pas un chiffre d'affaires ou une rentabilité ici, on achète un projet. On achète le fait qu'en 2020, malgré le Covid, ils ont déployé plus de 100 projets à l'international. Et donc, si on prend un peu de recul et qu'on fait abstraction ici de cette envolée et de cette rechute, Navia n'a pas bougé depuis 3 mois. Navia gagne toujours 78% depuis septembre dernier, en 4 mois. Navia gagne toujours 300% depuis juillet dernier. 300%. Ça fait x4 en 8 mois. Ce qui est un score honorable. Donc voilà, moi j'aime toujours ce dossier. 360 qui était un fonds d'investissement qui était dedans est passé de 30 à 25 à 20 à 15 à 10 et ils doivent plus être qu'à 5 ou 2% de leurs actions. Je pense même qu'une séance comme aujourd'hui où on a une news selon laquelle Navia pourrait collaborer avec Bolloré dans des bus autonomes, en fait 360 profite de la hausse du titre pour larguer et valider la fin de sa position. On a donc d'une part Voleon qui est un vendeur à découvert, mais on sait que Voleon s'est déjà pris des portes de saloon sur des Novacite ou autres, donc ça fait pas trop peur. On a d'autre part 360 qui a pratiquement fini ses ventes et qui va arrêter de faire pression sur le titre. Et on a ensuite Kepler qui théoriquement doit au moins avoir atteint les 2/3 de sa ligne de financement et qui fait pression sur le titre, mais qui quand il n'y aura plus 360, n'empêchera peut-être pas l'action de monter, ou en tous les cas ne la fera pas baisser plus. Depuis 1 mois, il y a des volumes absolument énormes. Kepler tire sur la ligne, Voleon vend, 360 vend, et malgré tout l'action tient. C'est ça qui fait que je suis aussi positif sur le dossier. Avec ou sans mèche à 2,70 ou 2,60 ou 2,50, franchement j'en ai rien à faire. J'ai fait une stratégie d'achat dessus quand on était à 2,80. J'ai dit, je mets un stop sous les 2,20 €, sous MM200, un stop large, parce que les turlupinations de court terme, tout ça, je ne m'intéresse pas. Je pense qu'après un travail de cette zone de prix-là, grâce à l'actualité, grâce à la sortie de 360, la déclaration AMF, etc., on retournera vers les plus hauts annuels et j'ai bon espoir qu'à moyen long terme, on casse les plus hauts de 2020 et qu'on aille chercher 5,70 €, 6 € et que potentiellement, si tout va bien dans le meilleur des mondes, un jour elle revienne vers son cours d'introduction et pourquoi pas fin 2021 ou 2022 qu'elle nous fasse une fameuse GLB.
soit un triplement des cours par rapport au cours actuel. Pourquoi est-ce que je pense ça? Parce que je pense que c'est une petite pépite dans un secteur, les navettes autonomes, qui est extrêmement recherché, qu'elle a déjà été, que Valeo est au capital, que Keolis dans les bus est au capital, que un ancien de chez Air France est rentré, et que ça veut dire qu'ils vont bosser potentiellement avec les aéroports, qu'ils sont en train de travailler sur des bus autonomes avec Bolloré. Bolloré qui est, lui, dans Vivendi, tout ça, qui prend des participations à droite à gauche. Je sais pas s'il va prendre des participations dans Navia, mais je serais même pas étonné. Et à vous dire vrai, la prochaine information que j'attends, c'est quel va être le nouvel actionnaire de référence qui rentre dans Navia pour accompagner le projet. Donc, vous n'aimez pas, vous passez votre chemin. Vous êtes stressé sur ce dossier, vous passez votre chemin. Vous avez souffert sur ce dossier, vous n'avez pas envie d'y retourner, vous passez votre chemin. Et puis vous nous laissez tranquille avec notre petit dossier de moyen long terme sur les navettes autonomes, parce qu'on l'aime bien et qu'il le vaut bien. Voilà. Et j'aimerais bien qu'on arrête les guéguerres d'ego, de photos, de montage sur Twitter. Je trouve ça rigolo un temps. Moi j'aime beaucoup ce dossier. J'aime beaucoup le travail qui a été fait par Lionel sur Twitter, qui a fait des vidéos, qui a dépouillé le business plan de la société, etc. Mais un travail titanesque. On ne parle pas juste d'un graphique là. On parle d'une histoire, d'un projet. Alors vous allez me dire, Nicolas, faut pas tomber amoureux d'une action. Ouais, mais le problème, quand on est analyste, que tout le monde nous regarde et qu'on choisit certains dossiers, bah après, il faut l'assumer. Donc, bonne ou mauvaise chose, aujourd'hui, j'assume pleinement. Ensuite, Osé Immuno, faux départ hier, fausse cassure des plus hauts, retour ici sur la GLB qui est à 12,60 me semble-t-il, c'est ça. Donc vous savez où mettre les stops, voilà, on espère sur Osé Immuno et Valneva qu'il y a des news qui vont tomber. Osé Immuno est plus solide que Valneva. En théorie, vous avez allégé hein, quand on a fait cette très forte hausse début février, et si vous en avez toujours, en théorie, votre stop est sous le support. Ensuite, Patria Investment, ça c'est juste une action que j'ai vue passer à un moment donné, je me rappelle même plus où, et c'est une GLB potentielle, donc je voulais juste vous la montrer, c'est une valeur américaine avec une zone de résistance à 23,30, donc GLB potentielle à surveiller. Ensuite, Valbiotis, donc c'est une superbe action trend following, et ça pourrait peut-être devenir un jour une GLB. La GLB est à 10,60 €. Donc on va dire que déjà, il faut y arriver. Hein. Mais Valbiotis, en tous les cas, notez-la vous, c'est un très bon dossier. En cas de retour ici sur 7 €, ça peut être intéressant de l'attraper sur repli pour jouer la direction vers la GLB, justement vers les records historiques. Et puis on finira cette émission avec une dédicace pour Value Invest, qui est un des meilleurs analystes fondamentaux que l'on a la chance de voir également sur Twitter. Superbe travail de recherche et de partage et de respect de ceux qui font autre chose que sa spécialité à lui, c'est-à-dire l'épluchage des comptes. Ça fait plusieurs années qu'on discute ensemble. Il rédigera un papier dans ma newsletter très prochainement. Je lui tire mon chapeau pour avoir trouvé Mint il y a 2 ans, pour avoir trouvé Median Technology et bien d'autres. Merci de ces partages, de ces échanges. Quand on a d'un côté une belle analyse fondamentale et qu'on la couple avec de l'analyse technique et du money management, ça peut faire des très belles choses. Value qui m'avait parlé de World Earth Brand, code FREE, F-R-E-E, où je vous avais fait une analyse sur Zone Bourse lorsqu'on était en train de faire justement une GLB, c'est ça qui est rigolo. Avec ici la cassure du plus haut historique, du cours d'introduction. C'était une des premières GLB que je notais ces derniers mois. Et sur Zone Bourse, je crois que l'objectif est ici vers 15 €. Donc en cas d'éventuel repli significatif, une action qu'on peut acheter sur repli. Sinon, c'est une très belle tendance haussière qui a fait sa GLB et qui est désormais en trend following. Voilà, j'espère que ça... Ah oui, il y a Vente Unique aussi, j'ai failli la zapper. Venteunique.com, ça c'était juste un exemple de GLB passé, puisque les 10 € sont ici. Ce que j'aime bien ici, vous voyez, c'est que c'est une GLB type 2, puisqu'on a mis du temps avant d'arriver jusque la GLB, mais qu'elle a été passée encore une fois avec du volume historique. C'est un peu comme Milibou.
forte hausse et volume historique valident quand même la pertinence d'une GLB un peu plus punchy. Alors que peut-être que sur Advicen on avait des volumes moindres. Bon, on a quand même des volumes élevés, mais pas non plus 4 fois ou 5 fois plus élevés que les volumes précédents. Vous voyez? Alors que sur des valeurs comme Vente Unique ou d'autres, ouais, même pas. Je vous dis ça, mais j'essaye en fait de définir et de trouver tous les critères qui font qu'une GLB aura plus de chances de fonctionner qu'une autre pour pouvoir vous l'apprendre, mais je suis toujours dans des expérimentations. Donc j'ai essayé d'instaurer la GLB de type 1, la GLB de type 2, la demi-GLB. Je vais continuer de faire mes petites recherches et je vous raconterai ça au prochain épisode. Prenez soin de vous, gardez en tête que les marchés sont haussiers mais qu'on connaît des grosses rotations, gardez en tête qu'on attend un plan de relance aux États-Unis d'ici 15 jours. Je vous souhaite à tous un très bon trading, une bonne journée, une bonne semaine. A tout de suite sur Twitter et à la semaine prochaine pour les marchés en action.